Bonjour à tous, c'est le grand début de ces 24 heures chrono de l'international, 24 heures durant lesquelles vous allez voyager avec nous pour découvrir 24 villes et territoires dans le monde, dans différents pays pour éventuellement ouvrir votre entreprise dans ces territoires ou vous installer en tant qu'expatrié. Dans ces villes, nous irons à New Delhi, Kuala Lumpur, Rio, Bruxelles, Hong Kong, Casablanca pendant ces 24 heures jusqu'à demain, mercredi soir, 22 heures, fin de ces 24 heures chrono de l'international. C'est la 13e édition cette année. Et avec nous, bonjour. Bonjour. Henri Bazerque, vous êtes l'organisateur et le fondateur de ces 24 heures chrono de l'international. 13e édition cette année, donc. Qu'est-ce qui va ressortir? Quel est le point fort de cette 13e édition? Il y en a pas mal. Alors, avant toute chose, ce que je voulais dire, c'est d'abord remercier TV5 Monde qui nous accueille dans ses studios, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les 24 heures chrono, depuis l'origine, c'est sur Internet. Donc, on peut retrouver ça très facilement avec une adresse très facile, générique, mondissimo.com. Mondissimo.com. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui partent dans le monde entier peuvent retrouver depuis 13 ans toutes les émissions que nous avons faites. On a fait près de 350 émissions avec TV5, avec l'aide et le partenariat de TV5. Donc ça permet aux gens qui veulent partir à l'étranger de trouver justement l'émission qui leur convient. Alors, je crois que avant toute chose, on a voulu pour 2019 avoir un invité d'honneur. Parce qu'on traite depuis 13 ans beaucoup de capitales, beaucoup de pays, comme vous disiez, beaucoup de territoires. Mais nous avons voulu maintenant mettre à l'honneur au moins une ville ou un territoire français. Cette année, c'est la Martinique qui est à l'honneur et qui va être à l'honneur toute l'année. C'est-à-dire pas simplement le 22 janvier aujourd'hui avec l'émission tout à l'heure sur la Martinique, mais toute l'année. Ça veut dire qu'il va y avoir des reportages chaque mois sur toutes nos web TV et on clôturera cette année avec la Martinique les 20 et 21 novembre au musée de la Porte Dorée avec un salon sur l'international qui s'appelle aussi, comme les 24 heures chrono, qui s'appelle les 24 heures de l'international. Et c'est important justement parce que la Martinique est un fleuron français, chargé d'histoire, énormément d'histoire. On a la chance d'avoir tout à l'heure le président de la collectivité territoriale qui pourra nous en parler. Dans cette émission voilà. Tout à l'heure, dans quelques minutes. Et ce que nous voulons justement mettre en avant dans ces 24 heures, c'est cette opportunité qu'ont les Français, que la Martinique, c'est aussi une plateforme de réexportation avec une situation géographique exceptionnelle au nord de l'Amérique centrale, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et donc, il faut que les Français se rendent compte que la Martinique, c'est pas simplement des plages, c'est pas simplement justement des vacances, du tourisme, c'est aussi du tourisme, mais c'est aussi l'opportunité justement de créer des emplois, de faire venir des entreprises et faire un business énorme. J'ai vécu 7 ans à Miami, j'ai vu ce que les Américains ont fait justement du hub de Miami. Il faudrait que la Martinique fasse la même chose. Qui devienne un point central. Un point central. Il faut qu'il y ait plus de lignes aériennes. Je sais qu'il va y en avoir. Je sais que le port doit prendre une dimension internationale. Il faut que chaque Martiniquais puisse aller en Amérique du Sud comme en Amérique du Nord très facilement pour créer justement un flux et puis également créer un business. On en parle de tout ça donc dans la suite de cette émission tout à l'heure. Et puis effectivement dans une émission entière d'une heure consacrée à la Martinique qui a lieu durant ces 24 heures chrono. Alors, les 24 heures chrono internationales, si vous l'avez dit, c'est 350 émissions depuis les premières éditions. On les retrouve où? Quel succès? Combien de personnes regardent ces émissions chaque année? Alors, on était content en 2018 puisqu'on a atteint la barre des 4,5 millions de connexions et on progresse à peu près de 15% chaque année. Donc là, le défi cette année, 2019, c'est de passer la barre des 5 millions. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail, c'est pas acquis. On a créé en 2009 et justement, on avait fait le lancement dans les studios de TV5, c'était Big Planet, qui est un réseau social francophone. Eh bien, l'air de rien, Big Planet nous aide considérablement à faire connaître les 24 heures chrono. Parce que toute une question aujourd'hui de référencement. Donc, avec des mots-clés, on peut retrouver des émissions, vous voyez, très facilement. Donc, ce qui est important, c'est faire connaître sur Internet, justement, grâce aux mots-clés, toutes les destinations, mais également la technicité. Parce que des fois, c'est pour créer une entreprise.
Vous voyez, un Français veut créer une entreprise aux États-Unis, il ne sait pas comment ça marche, il ne sait pas comment. On le verra dans les émissions. On a des experts comptables qui viennent francophones, qui viennent français, qui viennent des États-Unis, qui vont en parler dans l'émission qu'on va faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve toujours la solution. C'est pas la peine d'aller consulter un avocat, regardez les 24 heures chrono. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant toute chose, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous regardez les émissions et vous allez avoir des témoignages de Français qui vivent à l'étranger. Et il y a beaucoup de gens que je rencontre, parce que je vais beaucoup à l'étranger, qui me disent « Ah, c'est vous les 24 heures chrono ?» Eh ben, on est là grâce à vous, parce qu'on a vu vos émissions, on a été convaincus et on est venu, on est heureux. Donc voilà. On va donner effectivement beaucoup de conseils pratiques pendant ces 24 heures chrono pour soit s'expatrier, soit créer son entreprise dans les différentes villes où on va voyager. Merci beaucoup Henri Bazergue. C'est donc le lancement officiel de ces Voilà, c'est le lancement officiel 2019. Je vous laisse dire un mot peut-être pour démarrer. Bonne chance à tous et puis surtout merci à nos 31 partenaires puisque les 24 heures chrono, c'est 31 partenaires qui nous suivent en commençant par TV5 Monde. Voilà. Eh bien, on va faire pour démarrer ces 24 heures un tour de l'actualité de l'exportation et de l'international. C'est juste après cette courte pause. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. C'est la suite de cette première émission de lancement des 24 heures chrono de l'international et j'ai été rejoint sur ce plateau par nos 4 premiers invités, à commencer par Hélène Madar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement entreprise à BPCE, la Banque Populaire Caisse d'Épargne, basée à Paris. À ma gauche, Hervé Elias, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Mazars, un groupe d'audit et de conseil qui conseille beaucoup de gens, notamment pour l'international. Philippe Dubois, bonjour, directeur commercial et membre du comité de directeur de Pramex, qui est une filiale de BPCE, en l'occurrence, spécialiste du conseil en implantation internationale. Et également avec nous, on en parlait avec Henri Bazergue il y a un instant, Alfred Marie-Jeanne, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la collectivité territoriale de Martinique. On va donc évoquer la Martinique avec vous pendant cette émission, et on en reparlera d'ailleurs dans une autre émission qui interviendra pendant ces 24 heures chrono internationales. Et puis on retrouvera aussi dans un instant, à distance, par Skype, Arnaud Vessier, qui est le président de CCI France Internationale, qui anime et qui fait la promotion des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international. Mais on va commencer par parler de Martinique, avec cet territoire français qui est donc à l'honneur de ces 24 heures chrono d'international pendant toute cette édition 2019. On parlait tout à l'heure avec Henri Bazergue de du positionnement géographique de la Martinique dans le monde. Est-ce qu'effectivement c'est un positionnement stratégique ? Oui. Et pourquoi ? L'affirmative, parce qu'en réalité, c'est un tout petit pays. Lorsque vous regardez la carte planétaire, vous apercevrez que un tout petit point noir invisible, pratiquement. Néanmoins, au regard de son passé, au regard de l'histoire qui s'est déroulée, la Martinique, j'allais dire, dans une certaine mesure, a enrichi le monde par ses connaissances. Et je m'explique. Ce petit territoire n'a que 1100 km² de superficie, mais a aussi 47 000 km² de zone économique
exclusive. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est que la Martinique est une terre d'histoire. Elle a marqué, comme je le disais, l'histoire de la France et du monde. Et ce n'est pas simplement une carte postale, ni un plaidoyer pour Domo. Il faut savoir que cette histoire a été mouvementée. Mais il ne faut pas réduire la Martinique à une simple carte postale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Les premiers habitants, ce sont les Amérindiens. Baptisés les Taïnos, qui venaient pas très loin de la Caraïbe. Cette civilisation a été décimée un peu par la colonisation. Elle a laissé des traces indélébiles. Vous avez Louis Delgrès, marque l'histoire, Louis Delgrès, qui est né le 2 août 1766 à Saint-Pierre de Martinique. Saint-Pierre qui est l'ancienne capitale de la Martinique, qui a été ravagée par l'éruption de la montagne Pelée. Et ce monsieur Louis Delgrès, qui a lutté lorsque Napoléon Bonaparte a voulu établir l'esclavage dans les colonies. C'est au sommet de Matouba. Alors, si vous voulez bien, on va revenir sur l'histoire de la Martinique, mais aussi sur l'avenir et sur le positionnement économique et stratégique dans un instant, plus longuement tous les deux. On va aussi donner la parole notamment à Arnaud Vessier, qui se trouve donc en direct avec nous par Skype et qui est donc... alors non, on me dit à l'instant qu'il n'est pas en direct avec nous tout de suite par Skype, donc on va le retrouver dans un instant. Hélène Madar, donc je disais il y a un instant, vous êtes la directrice du développement entreprise à Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui a donc une stratégie évidemment internationale. Quelle est-elle ? Alors, au-delà de la stratégie, déjà quelques mots sur les banques populaires, si vous me permettez. Les banques populaires, ce sont le deuxième acteur bancaire français sur les activités internationales. Ça paraît peut-être étonnant, mais il faut le réaffirmer. Les banques populaires, ce sont 12 banques populaires régionales en région, en France métropolitaine, mais bien sûr aussi dans nos DOM. On appartient effectivement au groupe BPCE, Caisse d'Épargne, Banque Populaire. Et je suis la directrice du développement Banque Populaire sur le marché des entreprises. On a pour habitude de toujours dire que nous avons été créés par des chefs d'entreprise il y a une centaine d'années pour des chefs d'entreprise. Nous accompagnons une entreprise sur deux et on est la première banque des PME et des entreprises en France. Donc ça, c'est le contexte dans lequel aujourd'hui les banques populaires se situent et accompagnent la croissance des entreprises. Plus particulièrement sur la stratégie de l'international, nous avons 3 grandes missions. La première, qui est celle qui est la plus connue, c'est la capacité à accompagner nos entreprises, quelles qu'elles soient, de la start-up à l'ETI, quelle que soit leur phase de développement, dans le commerce international. On a comme vocation de sécuriser l'activité de commerce international de nos clients. Pour ça, avec tous les outils financiers à la disposition, mais aussi surtout ces 150 collaborateurs et experts au plus près de nos clients qui, quelque part, pour la majorité d'entre eux, leur tiennent la main et sécurisent toute leur activité de commerce international. Ça, c'est la première grande mission. La deuxième mission, et elle est un peu plus dans notre ADN et dans notre culture, c'est de susciter le développement à l'international. On a comme vocation dans nos régions de donner envie à nos chefs d'entreprise d'aller s'exporter, d'aller s'installer. Pour ça, on a un partenariat avec le MEDEF en région qui s'appelle Stratexio et qui est une forme de club et qui met en relation des entreprises qui ont déjà passé le pas de l'internationalisation avec d'autres qui se posent la question dans un élément, parce que c'est stratégique et ça va demander beaucoup d'énergie, de temps et d'investissement et ils ont besoin de pouvoir échanger avec ceux qui ont déjà passé le pas. Et on
trouve que cette activité-là, qui est de susciter le développement à l'international, est essentielle pour nous, puisque c'est un élément de croissance essentiel et de pérennité des entreprises en France. Puis le dernier élément, c'est notre capacité, à travers notre filiale Pramex, de pouvoir téléporter nos entreprises et nos savoir-faire partout dans le monde. Soit en accompagnant l'installation de filiales, soit en les accompagnant dans la recherche d'acquisition à l'international. Et ça, c'est le troisième mission que nous nous sommes donnée pour les banques populaires. Alors Pramex, Philippe Dubois, vous en êtes le directeur commercial. Qu'est-ce que c'est? Alors justement, comme le disait Hélène, Pramex International est une filiale du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Filiale non bancaire, en fait, nous sommes un cabinet de conseil très opérationnel et présent dans 13 pays. Nous avons 17 implantations. Et notre mission, c'est d'accompagner les startups, les PME, les ETI françaises dans leurs projets d'investissement à l'étranger, sous deux formes, la croissance organique, c'est-à-dire création de filiales, et la croissance externe, c'est-à-dire acquisition cross-border, pour reprendre l'expression, le jargon, mais acquisition internationale. Alors, voilà nos deux missions principales. J'aime bien l'expression d'Hélène pour dire que nous sommes le téléporteur de nos entreprises qui investissent, parce qu'effectivement, on téléporte vraiment tout leur business, leurs équipes, leur flux financiers. Pour être plus précis, croissance organique, création de filiales. En clair, on est le couteau suisse du dirigeant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre en charge l'ensemble des démarches d'incorporation de sa filiale, d'ouverture du compte bancaire. J'insiste là-dessus, parce que c'est souvent très compliqué d'ouvrir un compte en banque à l'étranger, de mise en place des processus pour que la filiale fonctionne. Donc on va livrer sa filiale clé en main, mais surtout, nous allons la gérer comme son responsable financier. C'est-à-dire qu'on va assurer la comptabilité de sa filiale, sa fiscalité, ses ressources humaines et sa gouvernance. Ça, c'est la partie croissance organique. Et puis, comme le disait Hélène, nous avons aussi une mission de banque d'affaires mid-cap. Mid-cap, c'est-à-dire sur les transactions entre 5 et 100 millions d'euros de valorisation à l'étranger. Et en tant que tel, nos clients nous confient des mandats d'acquisition et nous allons réaliser dans le cadre de ces mandats la recherche de cibles à l'étranger, ainsi que la partie valorisation, négociation, lettres d'intention et encadrement des due diligence jusqu'au closing final. Alors, je retente ma chance avec Skype et Arnaud Vessier qui est à distance, qui est donc le président de CCI France International. CCI France International, évidemment, c'est un élément incontournable hein, quand on s'installe à l'étranger, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un particulier. Vous pouvez nous rappeler la mission de CCI France International, s'il vous plaît, pour commencer? Bonjour à tous, je suis heureux que Skype fonctionne maintenant. Le CCI France International, c'est la tête de réseau de toutes les chambres de commerce françaises à l'étranger. Nous avons 120 chambres à travers le monde, présentes dans 105 pays. Donc, le réseau des chambres de commerce est extrêmement dense et ne cesse d'augmenter. Le but étant d'avoir une chambre de commerce dans chaque pays sur la planète. Ce réseau, sa spécificité, c'est qu'il représente dans chaque pays la communauté d'affaires française, mais aussi la communauté d'affaires du pays qui s'intéresse à la France. En général, vous avez 50% des membres qui sont des entreprises françaises et 50% des membres qui sont des entreprises locales. Donc vous avez vraiment la représentation de la communauté d'affaires qui s'intéresse à la relation bilatérale, par exemple entre le Maroc et la France, entre la Grande-Bretagne et la France, et même chose à travers le monde. Notre rôle est triple. Le premier, c'est de représenter la communauté d'affaires auprès des gouvernements et des autorités locales, et donc d'avoir une activité de lobbying, et d'influence pour faire passer les intérêts français dans le pays. La deuxième, c'est toute une activité d'organisation d'événements et de think tank dans le pays dans lequel nous travaillons. Et la troisième, c'est d'aider les entreprises françaises dans leur activité de commerce extérieur. Pour cela, nous avons des clubs d'affaires avec notamment 1550 places à travers le monde où nous pouvons héberger des cadres d'entreprises françaises, de PME qui s'implantent à l'étranger. Et nous avons augmenté cette capacité. Et comment évoluent les CCI France International depuis en 2019 et en 2018? Comment ça s'est passé pour votre organisme? L'activité est extrêmement dynamique. Il y a une croissance du chiffre d'affaires et il y a aussi, donc, comme je vous le disais, croissance du nombre de
postes de travail qu'on met à disposition des entreprises pour s'implanter dans nos centres d'affaires à travers le monde. On voit également aussi qu'il y a eu tout le travail fait autour de ce qui est appelé le Team France Export, avec 8 appels d'offres qui ont été gagnés par les chambres de commerce pour les services que tout ou partiel que Business France remettait en appel d'offres, Business France se retirant de ces pays-là. Et nous avons gagné ces appels d'offres dans 4 pays en Asie, aux Philippines, au Japon, à Hong Kong et à Singapour, au Maroc et aussi en Hongrie, en Belgique et en Norvège. Donc, donc ces activités se mettent en place en ce moment. Et je veux dire que 2018 a été la première année où Business France et les chambres françaises à l'international et le team France Export avec les entreprises de services de commerce et la BPI, il y a une espèce pour la première fois, d'équipe de France de l'export qui se met en place et avec un dynamisme absolument remarquable. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Parce que vous pouvez, si tout fonctionne bien, rester avec nous pour éventuellement intervenir et réagir pour la suite de cette émission. Hervé Elias, donc vous êtes le PDG vous, du groupe Mazars, qui est un groupe d'audit et de conseil. Et vous êtes présent, très présent même à l'international. Quel est le rayonnement de votre groupe à l'étranger? Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'on est très heureux d'être partenaire des 24 heures chrono de l'international. Alors vous l'avez dit, on est un groupe d'audit et de conseil, on fait partie des 8 grands acteurs mondiaux. On est le seul Européen dans un monde qui est traditionnellement dominé par les anglo-saxons. Qui sont vos concurrents? Je sais que Qui vous sont n'avez pas forcément envie de les nommer, mais... Ce sont les Big Four que l'on connaît bien, mais il y a d'autres cabinets. Mais nous sommes le seul Européen parmi ces 8 grands acteurs mondiaux. C'est une grande fierté d'ailleurs d'avoir réussi à élever un groupe européen à ce niveau-là. On a 23 000 personnes dans le monde, 310 bureaux, 89 pays. La France représente de l'ordre de 20% de notre activité, ce qui montre d'ailleurs toute l'internationalisation de Mazars au fil des années. Et on a 6 grandes familles de métiers qui sont autour de l'audit, de la transaction, du conseil, du juridique, du fiscal et de l'accompagnement comptable. Alors, cette expansion internationale, on l'a faite pour nos clients. Ça fait plus de 30 ans qu'on l'a démarré. Nos clients nous ont d'ailleurs beaucoup accompagnés. J'ai le souvenir que certains de nos bureaux, on les a montés lorsque des groupes comme Publicis, comme Pernod Ricard, ouvraient leur propre filiale à l'international et nous disaient « accompagnez-nous ». Et c'était souvent l'occasion pour nous de faire ce premier pas à l'international. Donc Mazars, c'est une histoire d'international et on aide aujourd'hui les entreprises de toute taille, aussi bien du CAC 40 que des PME qui cherchent à s'implanter et à tous les stades de leur développement, c'est-à-dire aussi bien celles qui cherchent à aller à l'international, qui cherchent un premier partenaire ou qui veulent faire leur première démarche d'implantation, jusqu'à des entreprises extrêmement présentes qui cherchent à se développer ou à se structurer. Et donc, au travers de nos 89 pays, on accompagne ces groupes dans ce développement international. Ça veut dire que vos conseils s'adaptent aussi bien à un grand groupe comme Publicis que vous venez de citer, aussi bien à un grand groupe qu'à une PME. Le profil de vos clients est très large. Il est très large. Il va de PME, qui sont pour beaucoup des PME exportatrices, pas seulement des PME françaises d'ailleurs, puisqu'avec 89 pays, on a des PME de tous ces pays-là, jusqu'aux ETI qui sont déjà plus structurés et qui cherchent à continuer à s'implanter, jusqu'à des grands groupes du CAC 40, mais on a aussi des très grands clients chinois ou des très grands clients allemands qui sont très présents à l'international. Quelles actions vous avez entreprises en 2018 pour justement améliorer ou en tout cas faire étendre cette présence internationale? Alors, il y en a 2 que je voudrais mentionner. D'abord, on a fait 2 grosses opérations dans les 3 dernières années, une en Allemagne et une en Chine. Nous avons aujourd'hui 4000 personnes en Chine pour accompagner nos clients sur une trentaine de bureaux, parce que c'est un territoire tellement vaste qu'il faut aujourd'hui avoir une présence régionale en Chine. Et puis, pour améliorer cet accompagnement, on a créé un réseau de French Desk dans nos 89 pays, qui sont capables de prendre en main, qui sont très présents d'ailleurs auprès des CCE, de Business France, des conseillers du commerce extérieur, et qui sont capables d'accompagner ces clients au plus proche du territoire dans les 89 pays. Et vous constatez justement une demande de plus en plus forte de la part des clients français? Oui,
clairement, c'est assez logique. Le marché français reste un petit marché. Quand vous le comparez au marché asiatique, chinois, américain, très peu d'entreprises aujourd'hui peuvent se contenter de rester sur le territoire national. Donc ce besoin d'international, il est fort, il est de plus en plus fort. Et le marché asiatique attire de plus en plus. Donc on voit de plus en plus d'entreprises s'y rendre. Donc oui, l'appétit international va croissant. Hélène Madar, c'est quelque chose que vous constatez aussi dans le groupe BPCE? Alors oui, on le constate, et Philippe va pouvoir le commenter un peu plus avec le baromètre. Nous, on a fait assez rapidement le lien entre la croissance et l'internationalisation, entre la création de valeur ajoutée et l'internationalisation. Aujourd'hui, on voit cet appétit augmenter, notamment dans les startups et les ETI, hein. Philippe en parlera. Et on l'a fait notamment, on le constate notamment parce qu'on a souhaité, en 2017, lancer le baromètre sur l'internationalisation des entreprises, parce qu'on avait cette intuition empirique qu'effectivement, il y avait des choses qui se passaient, qu'il fallait décortiquer, un peu mieux comprendre pour pouvoir toujours mieux accompagner. Donc en 2017, on a lancé le premier baromètre avec Pramex sur la base de données vraiment qualitatives et exclusives que Pramex était en capacité de nous donner avec le track record des 5000 entreprises accompagnées au cours des dernières années de création, depuis la création de la filiale. Et donc on a souhaité d'abord en 2017 un peu se centrer sur les startups pour faire un coup d'essai et leur internationalisation. Et puis en 2018, nous avons élargi ce baromètre de la startup à l'ETI, en passant par la PME, en se posant des questions de quelle est la mécanique d'internationalisation chez un chef d'entreprise, quelles sont les zones géographiques, les villes privilégiées qui continuent à être dans les top 10 des choix, ou quel est l'impact de l'environnement géopolitique, puisque l'actualité est quand même assez importante là-dessus, dans les choix d'internationalisation. Donc les réponses à toutes ces questions se trouvent dans le livret que vous avez justement devant vous, qui est effectivement le baromètre qui s'appelle Startup PME ETI à la conquête du monde. Et Philippe Dubois, vous allez peut-être pouvoir nous donner en quelques mots, bien sûr, les principaux enseignements de ce baromètre, que vous pouvez éventuellement montrer d'ailleurs. Oui, voilà. Donc voici le baromètre deuxième édition. Je ne sais pas, voilà. La caméra est face à vous. Ouais. Voilà. Donc effectivement, précision par rapport, pour continuer ce que disait Hélène très rapidement, n'oublions pas, ce baromètre est unique, non pas parce que c'est nous qui le faisons avec Banque Populaire, mais surtout parce que c'est de la donnée que nous allons recueillir directement auprès des entreprises à travers les milliers de contacts que nous avons avec elles. C'est ça qui rend ces données uniques. On est sur du déclaratif des entreprises, de la start-up à l'ETI. Alors, que retenir comme enseignement sur cette deuxième édition qui va donc de la start-up à l'ETI? Le premier enseignement, c'est que il y en a quatre enseignements. Les États-Unis restent un incontournable pour les entreprises françaises, ainsi que l'Europe de l'Ouest, ce qui va confirmer en fait le fait que les entreprises recherchent des marchés quand même matures avec un niveau de PIB assez élevé. 16% des projets d'implantation ciblent les États-Unis. Donc ça les place donc effectivement en première position. Ça, c'est le premier constat. Il ne faut pas oublier aussi que les startups, et ça c'est le deuxième constat, prennent de plus en plus de poids dans l'implantation des entreprises françaises. 30% des projets d'implantation sont le fait de start-up, et le nombre de leurs implantations ne cesse d'augmenter depuis 2011. Entre 2011 et 2016, elles progressaient de 37% en moyenne chaque année, les implantations de start-up, et elles ont progressé de 25% entre 2016 et 2017, puisque les données du baromètre 2018 sont recueillies en 2017. Voilà. Donc, les startups très présentes, c'est aussi dû à un effet French Tech. Depuis 4 ans et demi, la mission French Tech joue un vrai rôle d'émulation avec l'ensemble des réseaux French Tech Hub à l'étranger. Donc ça, c'est le deuxième fait marquant. Le troisième fait marquant, je vais vite pour essayer d'être le plus synthétique possible, c'est le fait que l'Espagne est devenue en 2017 la première destination européenne des entreprises françaises, en termes toujours d'implantation, avec 8,4% des projets d'implantation. Traditionnellement, c'était le Royaume-Uni. Alors vous me direz, y a-t-il un effet Brexit ? Peut-être. On n'est pas là pour faire de la conjecture là-dessus. C'est toujours très compliqué, parce que vous voyez, typiquement, nos clients investisseurs craignaient un effet Trump pour les États-Unis. On constate que ce n'est pas le cas. Donc restons prudents. Ça reste le premier marché européen. Les États-Unis restent le premier marché mondial. L'Espagne est passée premier marché européen juste devant le Royaume-Uni, avec Madrid qui reprend l'ascendant sur Barcelone. Là, pour le coup, il y a un effet Catalogne assez évident, c'est clair. Voilà. Et le quatrième enseignement de ce baromètre, c'est le fait que sur les opérations de fusion-acquisition,
eh bien, elle reste majoritairement, ultra majoritairement, le fait des ETI. 75% des opérations de fusion-acquisition sont le fait d'ETI. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement que les ETI, qui sont des entreprises expérimentées, qui ont des moyens, plus l'entreprise est expérimentée et plus il y a une vraie corrélation entre cette expérience et le fait de s'implanter par croissance externe, donc acquisition. On constate que les ETI qui s'implantent ont en moyenne déjà 6 filiales à l'étranger. Donc, en conclusion, d'un côté, on a les ETI, plus elles sont expérimentées, plus elles vont s'implanter par croissance externe, même si les startups commencent aussi à parler en termes de croissance externe, elles commencent à être présentes. De l'autre côté, on constate une véritable audace des entreprises, très illustrée par les startups, effectivement, qui, plutôt que d'attendre d'avoir une implantation en cercle concentrique, en commençant par des pays frontaliers et en s'étendant au fur et à mesure, vont aller directement aux États-Unis, majoritairement, en s'implantant. Donc, une audace des startups et une stratégie plutôt traditionnelle, mais très puissante, des ETI. Arnaud Vessier, qui est encore avec nous donc par Skype, c'est quelque chose que vous constatez, cet appétit vers les États-Unis notamment, appétit nouveau, on va dire, en tout cas changeant vers l'Espagne. C'est quelque chose que vous constatez, vous, à CCI France Internationale? Oui. Alors, sur les États-Unis, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que c'est l'endroit où on gagne de l'argent. La plupart des entreprises qui travaillent aux États-Unis gagnent bien leur vie. C'est un marché qui est immense et où la structure de coûts est plus faible puisqu'on a une structure de revenus qui est plus large. Donc, c'est un marché extrêmement profitable. Le deuxième point sur les États-Unis, c'est que c'est très lié à la tech parce que les sociétés de technologie ont tendance à vouloir s'implanter très vite au UK et aux US parce que c'est là où aujourd'hui sont les deux centres de technologie avec Israël. Mais une grosse implantation des sociétés qui démarrent en France, aux États-Unis, parce qu'elles sont poussées par leur venture capitaliste pour y aller le plus vite possible. Donc, on voit tout à fait cette tendance. Quant à l'Espagne, là, c'est clairement un effet Brexit, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu 10 ans en Grande-Bretagne et la moitié de mon groupe a son siège en Grande-Bretagne. Il est évident que les investissements en Grande-Bretagne ont atteint un plateau à cause du Brexit et de l'incertitude qui est liée au Brexit. D'ailleurs, c'est ce que vous venez de dire avec Barcelone, où il y a incertitude, et on voit que Barcelone baisse par rapport à Madrid. L'Espagne est extrêmement dynamique, extrêmement compétitive sur le plan coût, et en même temps un pays où il est facile de s'implanter, la langue est facile à maîtriser. Donc c'est un marché qui se développe. Ce qui est un peu dommage, c'est de voir que l'Allemagne, on est toujours insuffisant en implantation en Allemagne, alors que le marché allemand est considérable. Moi, je pense néanmoins que, et on le voit, les chambres de commerce, nous avons organisé pour la première fois en 2018 le trophée de CCI France Internationale qui récompense les meilleures entreprises à l'international. Donc, on a chaque chambre dans le monde qui crée son propre prix et après, on a le trophée qui a lieu une fois par an. Cette année, ça aura lieu en juin au pavillon d'Ermenonville, où on désigne les vainqueurs des vainqueurs. Ce qu'on voit quand même avec ce trophée, c'est qu'il est plus facile d'aller s'implanter dans les pays limitrophes, donc d'Europe, et d'Europe de l'Ouest en particulier, mais d'Europe. Et à partir de cette base, on a un marché suffisamment solide pour partir au grand international. Les États-Unis étant un phénomène un peu à part. Mais le grand international, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut y aller soit avec des clients, un peu ce que vous expliquez à propos de Mazars, partant avec des grands clients qui ouvrent une opération. Et à ce moment-là, on suit le grand client et on peut démarrer une filiale. Ou bien avoir une base suffisamment large autour de son pays d'origine afin de supporter les coûts de l'internationalisation. Parce que l'internationalisation est indispensable à la croissance, mais en revanche, elle est coûteuse et elle demande de la constance. Il faut être capable de tenir la distance afin d'arriver au moment où l'internationalisation rapporte à l'entreprise.
Hervé Elias, l'appétit des startups dont parle le baromètre, vous le constatez vous aussi chez Mazars justement? Oui, bien sûr. D'abord, un chiffre que je voudrais citer, il y a 124 000 entreprises françaises implantées à l'étranger contre 300 000 en Allemagne. Donc on voit bien tout le gap qui reste encore à faire de croissance des entreprises françaises à l'étranger. Et nous, on voit bien effectivement, si on exclut les très grands comptes, pour lesquels on fait beaucoup d'activités à l'étranger, les deux types de demandes, ce sont des startups qui veulent s'implanter et qui nous disent aidez-nous soit à trouver des cibles, soit à faire les premières formalités pour s'implanter dans le pays, parce qu'il y a des pays où les complexités juridiques, fiscales sont telles que les dirigeants de ces entreprises n'ont pas le temps de s'y consacrer et ont besoin d'être profondément aidés. Et puis, on a beaucoup de TI qui consolident leur développement, vont sur de nouveaux territoires et demandent des prestations autour de l'acquisition, des due diligence ou de l'assistance à la structuration de leurs activités. Merci beaucoup, merci à vous quatre d'avoir été avec nous en plateau ou par Skype. On va continuer cette émission, on va donc revenir à la Martinique, qui est un peu l'invité d'honneur de cette édition 2019 des 24 heures chrono internationales. À tout de suite. La suite des 24 heures chrono de l'international avec donc un focus particulier cette année. On a commencé à l'évoquer en début d'émission sur la Martinique, ce territoire français dont le président est avec nous. Alfred Jeanne-Marie, merci. On en parlait tout à l'heure, le positionnement stratégique. On a parlé de la Martinique qui est important et on parlait juste avant notamment de l'appétit des startups, des grandes entreprises pour les États-Unis. Évidemment, la Martinique ne se trouve pas très loin de l'Amérique du Nord. C'est un positionnement qui pourrait être utile économiquement. Il faut savoir, je le rappelais tout au début, que la Martinique se trouve dans la Caraïbe, mais également tout près des Amériques. Il ne faut pas oublier. Et à ce niveau, au moment où je vous parle, nous avons lancé déjà la mise en place du très haut débit. Pour chaque foyer. Et les travaux ont déjà commencé pour que la Martinique soit au top. Ouais. Ce sont des millions d'euros que nous avons investis. Et en particulier, nous traitons avec les organisations qui étaient déjà installées, mais deuxièmement, nous voulons que ça soit réalisé, j'espère, d'ici 2 ans, ce sera totalement terminé les travaux. Chemine, il y a une programmation déjà prévue à ce niveau. Et ça, c'est important pour le développement économique? Obligatoirement, parce que nous sommes un petit pays. Donc, il ne faut pas repartir à notre conquête. Nous ne sommes pas un pays étranger à ce niveau-là. Et que la meilleure façon, à mon humble avis, d'être au monde, c'est de pouvoir s'adapter le plus rapidement aux nouvelles technologies. En cette matière, il y a des grands pays, mais les petits pays aussi, à mon humble avis, il faut savoir prendre cette opportunité, ce virage, pour ne pas être dépassé par les avancées technologiques. Donc, à ce niveau, nous sommes, je dirais, assez en avance sur ce dossier-là. C'est quelque chose que vous avez compris assez tôt, qu'il fallait développer ce positionnement le plus rapidement possible? C'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, on ne peut pas, au moment où la nouvelle technologie envahit le monde, on ne peut pas rester indifférent à cela. Et ce n'est pas seulement dans ce domaine également. Nous allons vers le développement de ce que vous appelez les énergies renouvelables, le mix énergétique. Il ne faut pas oublier que la Martinique, jusque-là, importe énormément ces produits pétroliers. Et il faudrait changer le cours des choses. Alors vous avez un potentiel d'énergie renouvelable, évidemment. Nous avons puissant. un potentiel énorme. Et à la fois éolien, à la fois marine, et que par conséquent, on ne peut pas faire différemment. Et à la limite, on pourrait dire à la fois volcanique, puisqu'il y a tout ça. Ce qui fait que
nous pensons qu'il faut saisir cette opportunité, je ne cesserai de le répéter, quand bien même cela pourrait nous donner quelques soucis au niveau des entreprises. Mais on ne peut pas, un petit pays comme le nôtre, je ne cesserai également de le redire, et il faut profiter de cette opportunité pour se développer. Alors, est-ce que le patrimoine culturel aussi, qui est important en Martinique, peut être un atout? Il faut savoir, je le disais tout au début en entrée de matière, que, si vous me permettez, c'est que nous avons eu énormément de gens que vous connaissez, mais il faut rappeler les noms. Bon. Quels sont ceux? La Martinique, si vous voulez, est un petit pays, mais qui a produit énormément d'écrivains de renommée internationale. Ouais. On peut citer un tas. Je sais que je ne veux pas... Il y en a que je vais peut-être oublier, mais ce n'est pas ça qui est important. Vous avez en particulier Édouard Glissant. Vous avez Aimé Césaire. Vous avez d'autres personnes également. Vous avez des gens qui étaient là avant. Vous prenez l'exemple, vous avez François Vallon, vous avez Joseph Zobel, vous avez, j'allais dire, Raphaël Confiant. Et vous avez également, au départ, une kyrielle de femmes aussi. On oublie de les nommer. Et vous avez eu énormément, disons, les sœurs Nardal. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, on peut les citer, qui avaient préconisé déjà, bien avant Césaire, le phénomène de la négritude que Césaire a repris. Et que non seulement Césaire a repris, mais également la Guadeloupe, également la Guyane. Et ça a influencé des gens tels que vous connaissez, qui ont pris cette thèse pour la défendre, que Césaire a valorisé. D'ailleurs, l'aéroport de Fort-de-France porte le nom d'Aimé Césaire. Donc, vous avez toute une kyrielle d'hommes, mais aussi de femmes, qui ont enrichi le monde. Et ce petit point que vous avez vu là devient à la limite un bip lumineux, si je peux dire, par rapport à ce qui s'est passé. Un repère. Un repère. Et j'ajouterais que quelque chose que l'on oublie, mais à mon avis qui fait partie de l'histoire. Et quand je dis cela, je prends mes précautions pour ne pas dire que j'essaie de défendre et de dire que tout a été parfait. C'est pas vrai. Il y a eu chez nous des racistes. Il y a eu chez nous des vichysois. Il y a eu chez nous, des colons qui ont été des racistes, etc. Mais moi, je préfère me mettre sous le métier à métisser. On ne peut pas renvoyer. Il y a eu plusieurs courants et que par conséquent, il faut faire avec. Et c'est ainsi que, par exemple, je rappelle que c'est bizarre, mais il faut le dire. Parce qu'il y a énormément de gens qui sortent des États-Unis ou bien qui sortent d'Europe et qui viennent en Martinique visiter quel musée? Le musée de la page. Pourquoi? Parce que Napoléon Bonaparte, et c'est un train d'histoire. Je ne défends pas Napoléon Bonaparte, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais a trouvé son impératrice en Martinique. Thatcher de la page est née en Martinique, au Choisy-les. Et lorsque les gens sortent d'Europe et des États, on comprend que toute cette historique peut aider la Martinique à se faire valoir à l'international, tout ce patrimoine. Je ne défends pas cela, mais c'est pour vous dire que voilà un petit pays, tout petit, et qui a toujours su rayonner à travers le monde, à travers ce que je viens de vous rappeler. Merci beaucoup Alfred Marie-Jeanne, donc président de la collectivité territoriale de Martinique, d'avoir été avec nous. La Martinique qui reviendra donc dans une des émissions de ces 24 heures chrono de l'International. On se retrouve dans un instant pour parler toujours d'export et d'international.
La suite de cette émission de lancement des 24 heures chrono de l'International avec nos deux invités suivants. Jean-Paul Négrel, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et à ma droite, Philippe Sanson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du CLES, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Il faut rappeler, comme chaque année, ce que c'est que le CLES. C'est un établissement public de sécurité sociale qui est spécialisé sur toutes les questions de protection sociale et de mobilité à l'international et en Europe particulièrement. Alors il y a de l'actualité, notamment en Europe, autour de la protection sociale, notamment autour des détachements de travailleurs. Alors il y a deux grandes actualités en Europe. C'est effectivement le premier point, c'est tout ce qui concerne le détachement des travailleurs. Sous l'angle droit du travail et avec la modification de la directive qui est intervenue en juin 2018 et qui s'appliquera à partir de 2020, et l'autre grand volet qui concerne la protection sociale parce que sont en cours de discussion des négociations sur la révision des règlements de coordination de sécurité sociale qui devraient aboutir, on l'espère, cette année avant la fin de la mandature européenne. On va parler aussi dans un instant du Brexit qui évidemment inquiète et concerne beaucoup de gens avec les règles qui sont encore un peu floues. Jean-Paul Négrel, quelles sont les nouveautés à l'AEFE ? Alors les nouveautés, en fait, les actualités, si vous permettez, l'actualité immédiate aujourd'hui même, c'est Parcoursup, c'est clair, l'application de Parcoursup à l'étranger. Qui est lancée aujourd'hui en France. Qui est lancée aujourd'hui en France, qui naturellement fait l'objet de toute notre attention pour nos élèves de terminale. Je rappelle, l'année dernière, 97% de premières propositions satisfaites et un taux de satisfaction de l'ordre de presque 100%. L'actualité permanente, je dirais, c'est la réponse que l'AEFE doit apporter à la commande de notre président de la République qui consiste à porter à doubler les effectifs des établissements homologués d'ici 2030 et doubler les établissements labellisés d'ici 2022. Donc ça veut dire nous mettre en ordre de marche en termes de formation, de préparation, de réponse et d'offres pédagogiques évidemment pour répondre à cette commande-là. Ça c'est une actualité permanente. Et c'est un enjeu important. C'est un enjeu très important. Je rappelle que le réseau de l'AEFE c'est 355 000 élèves, 496 établissements dans 137 pays. L'objectif c'est de les doubler d'ici 2030. Il faut savoir que nous sommes à un rythme, je dirais naturel, entre guillemets, de presque 2% par an. Donc un succès qui ne se dément absolument pas. Et donc notre rôle, c'est encore d'accélérer encore ce mouvement-là en nous adaptant à ce que nous faisons quotidiennement. C'est pour ça que c'est une actualité permanente. Il y a l'adaptation aussi à la nouvelle formule du bac. Absolument. Alors évidemment, ça s'inscrit, la réforme du lycée et du bac s'inscrit dans cette logique-là. Nous travaillons en permanence à partir d'échanges que nous avons avec nos établissements sur le terrain, puisque vous savez que la réforme du bac, ça sous-entend la réforme du lycée, la réforme des spécialités. Donc nous devons répondre à la commande de notre ministre de l'Éducation nationale, puisque nous sommes des établissements homologués. La UEFE pilote, c'est presque 500 établissements homologués dans le monde, ce qu'il faut toujours rappeler aux familles, c'est-à-dire que la UEFE pilote et assure à toutes les familles et aux élèves un réseau harmonisé d'établissements homologués qui répondent vraiment aux commandes du ministre de l'Éducation nationale. Alors sur les actualités, j'en profite parce que le temps est compté. Nous avons aussi des actualités d'événements. L'année 2019 sera aussi l'année de nos Jeux olympiques. En fait, on a nos JIJ, ce qu'on appelle les Jeux internationaux de la jeunesse au Liban, qui accueilleront à peu près 50 équipes en provenance de 37 pays. Ce sont un petit peu nos Jeux olympiques sportifs, mais aussi culturels. Donc il y aura cette actualité-là. C'est un événement qui a lieu tous les combien ? C'est un événement qui a lieu à l'étranger tous les 2 ans. C'est en alternance en fait avec les établissements en France, avec l'UNSS. Et donc cette année, nous avons tenu, accorder encore une place encore plus importante. Et ce sera pas simplement à Beyrouth, mais au Liban. Donc ça se passera au mois de juin. Et donc en quoi ça consiste exactement ? Alors ce sont des rencontres sur le même mode que les Jeux olympiques en fait. Ce sont des équipes d'établissements sélectionnées par pays. Nous avons, et donc composées de 3 garçons et 3 filles qui pratiquent des activités sportives comme l'athlétisme, comme le rugby, comme les sports classiques, et qui se rencontrent pendant une semaine au Liban, mais dans un cadre, culturel, c'est-à-dire qu'on en profite aussi pour leur faire connaître le patrimoine et la richesse culturelle de ce pays. Donc ça, c'est une actualité. Donc nous avons beaucoup d'événements, les événements classiques, ambassadeurs en herbe, l'Orchestre des lycées français du monde. Donc vous voyez, notre actualité, c'est de préparer ces événements-là, tout en assurant aussi la réalisation de ce qui fait notre cœur de métier, c'est-à-dire l'homologation des établissements français à l'étranger et l'adaptation de l'enseignement des langues en permanence aussi. Donc un petit mot simplement pour vous dire sur Parcoursup, puisque c'est notre actualité immédiate. Nous invitons les élèves et les familles à se rendre sur la plateforme Agoramonde qui leur permet d'échanger sur justement cette vie de Parcoursup, l'enseignement supérieur en France. Donc nous avons cette plateforme à disposition aussi pour les élèves. Est-ce que ça a suscité des inquiétudes à
l'étranger, à la fois Parcoursup, mais aussi la réforme du bac, le plurilinguisme. Oui, il y a des inquiétudes légitimes, ne serait-ce que parce qu'en fait, nous avons vous savez, à l'étranger, nous avons une majorité d'élèves étrangers qui poursuivent leurs études aussi dans l'enseignement supérieur local. Donc, il a fallu aussi il faut adapter notre bac aux nécessités de l'enseignement supérieur local, ce que nous faisons. C'est donc la problématique des équivalences, la problématique de la sélection en termes de notes. Donc, tout ça, nous avons fait en sorte de répondre à ces inquiétudes légitimes. Sur Parcoursup, si on se réfère à l'année précédente, ces inquiétudes se sont dissipées parce que les élèves ont eu vraiment satisfaction et sont traités très convenablement puisque, en termes d'appartenance à une académie, ils sont très bien placés pour pouvoir obtenir leur vœu principal. Alors, on évoquait à l'instant le Brexit, qui est un sujet majeur, évidemment, politique, bien sûr, mais aussi en matière de protection sociale. Comment, au CLES, vous gérez ce doute qui subsiste encore aujourd'hui à l'approche du Brexit qui est fixé à fin mars? Je veux dire, on le gère d'une manière assez simple en termes pratiques et opérationnels, puisque nous avons mis en ligne sur notre site www.cles.fr un jeu de questions-réponses. Il y a 24 questions-réponses qui donnent des réponses dans 2 hypothèses. Une hypothèse où il y a un accord de retrait qui maintient au fond la réglementation de protection sociale et les règlements et qui maintiendrait leur application. Des règles actuelles. Des règles actuelles, je rappelle, qui couvrent quand même tous les risques qu'on appelle, aussi bien la retraite, l'invalidité, le chômage, les prestations familiales, l'accès aux soins de santé et les conditions de remboursement. Donc on parle bien évidemment des Français installés en Grande-Bretagne. Des Français installés en Grande-Bretagne, mais ce qui concerne aussi les citoyens britanniques en France. En France, évidemment. Et donc là, nous avons donc fait, c'est vu au niveau interministériel, donc un jeu de questions-réponses en disant s'il y a un accord, généralement les droits sont maintenus, c'est ce que l'on peut indiquer. S'il n'y a pas d'accord, voilà ce qui risque de se passer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, par exemple... Qu'est-ce qui risque de se passer? Alors, pour prendre un exemple, un salarié français est détaché. S'il n'y a pas d'accord, ça veut dire qu'il ne pourra plus être détaché, c'est-à-dire être maintenu au régime de sécurité sociale français, et donc il devra être affilié au régime britannique. Si c'est le cas, et si il a, par exemple, une famille qui réside avec lui en Grande-Bretagne, eh bien, ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord, il ne pourra plus percevoir, par exemple, d'allocation familiale. C'est un exemple. S'il n'y a pas d'accord, actuellement, il y a un dispositif qui permet de totaliser les périodes de retraite, et c'est très important pour une carrière internationale. S'il n'y a plus d'accord, ça veut dire que les périodes accomplies en Grande-Bretagne ne sont plus prises en compte pour le calcul de la pension en France. Alors le gouvernement se prépare évidemment à cette hypothèse d'un non-accord avec une réciprocité qui est demandée du coup côté britannique. Alors il y a des dispositifs, on pourra être un peu plus précis, le gouvernement pourrait l'être un peu plus lorsque les ordonnances auront été adoptées. Les ordonnances ne peuvent valoir que pour les citoyens britanniques en France. On ne peut pas réglementer ce qui sera la législation britannique plus tard. Donc il y a effectivement sur le droit au séjour, et là qui dépasse les questions de sécurité sociale, prévu expressément des dispositifs d'accès sous réserve de réciprocité. En matière de sécurité sociale, on est sur des dispositifs qui pourraient être assez courts sans forcément réciprocité immédiate, mais au-delà, ça ne pourra pas être envisagé. Donc on est aussi en attente de ce que pourra décider le gouvernement britannique sur ces questions-là. Donc il y a une inquiétude assez forte du côté des salariés et des entreprises. On espère tous un accord, mais qu'est-ce qui se passe si le 29 mars, il n'y a pas d'accord du jour au lendemain? Qu'est-ce que vont devoir faire les entreprises et les salariés? Devoir s'affilier dans des délais très courts ou pas? Et quels seront les droits derrière associés? Un doute qui va encore durer sans doute quelques jours. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour terminer cette première émission des 24 heures chrono d'International édition 2019. Dans un instant, vous avez rendez-vous à Hanoï au Vietnam.